Oui, bonjour à tous. Si nous avons décidé de célébrer le 82e anniversaire du Conseil national de la résistance, c'est parce que nous mesurons à quel point il est encore d'actualité aujourd'hui et combien il pèse lourd dans l'histoire sociale de notre pays. C'est vraiment trop fort. C'est un peu fort. Je vais discrètement baisser le J'ai fait le micro un tout petit peu plus loin de ta bouche. Oui, donc, je disais donc que c'est parce que nous mesurons à quel point il pèse encore lourd dans l'histoire sociale de notre pays, même dans l'actualité. Il reste encore d'une étonnante modernité et mon propos va être corroboré par Mademoiselle Sage-Branchère qui est là aujourd'hui pour faire cette conférence et que nous accueillons avec plaisir. Merci, je lui passe la parole tout de suite. Merci beaucoup. Je pense que je peux même abandonner Mademoiselle à mon âge. Alors, merci à tous et tous d'être venus. Désolée du petit dysfonctionnement. J'essaierai de vous mimer un petit peu les choses. Alors, je ne vous garantis pas la qualité du mime de certaines images, mais c'est pas grave. Je fais partie d'une génération qui, arrivée à la vingtaine, a entendu de nouveau énormément parler du programme du CNR. J'ai le souvenir, en 2003-2004, de la grande bataille qui avait été menée à l'époque par le comité départemental de l'ANACRE pour obtenir la reconnaissance du 27 mai, jour de la fondation du Conseil national de la résistance en 1943, comme journée nationale de la résistance. Et à cette occasion, en l'occurrence mon père, Pierre Branchère, qui était secrétaire départemental de l'ANACRE et qui était aussi au comité de Tulle, avait lancé une grande bataille qui consistait à envoyer le programme du CNR à l'ensemble des communes corréziennes, des municipalités, avec une demande de motion pour prendre position en faveur de la reconnaissance du 27 mai comme journée de la résistance. Et il y a eu cet épisode donc, au tout début des années 2000, et puis à partir du milieu des années 2000, et avec le grand mouvement des résistants d'hier et d'aujourd'hui, avec les rassemblements ouvrières, ce programme du Conseil national de la résistance a retrouvé une visibilité. Je ne dirais pas une actualité, parce que l'actualité, il a toujours eu en réalité, mais une visibilité. Alors, je vais aujourd'hui essayer de vous tracer sans être exhaustive. J'insiste bien là-dessus, j'oublierai forcément des choses et vous vous direz forcément « Ah, mais elle aurait pu parler de ceci ou cela ». De vous retracer d'abord le processus de création de ce programme et sa mise en œuvre. Puisque ce qui fait la richesse de ce programme, ce n'est pas seulement finalement des grandes formules qui nous touchent au cœur, mais des grandes formules de principes qui auraient été posées sur le papier en mars 1944, c'est le fait que ce programme, il a été mis en œuvre et il a fondé durablement le fonctionnement de notre République sur des bases de République sociale. On a donc un programme qui est encore aujourd'hui mis en œuvre dans notre quotidien, en dépit des attaques multiples qu'il subit, et ce depuis des décennies, et ça je les évoquerai à la fin de mon propos. Alors, un mot tout d'abord sur le Conseil national de la résistance. Le Conseil national de la résistance, il naît d'une volonté de rassembler les mouvements de résistance intérieure, mais au-delà des mouvements de résistance intérieure, de rassembler aussi les organismes politiques et syndicaux qui se sont engagés dans la lutte résistante depuis le début de la guerre. En février 1943, le 21 février, le général de Gaulle missionne Jean Moulin pour aller à la rencontre des mouvements de résistance intérieure et travailler à leur unité. Cette instruction du 21 février lui demande de créer dans les plus brefs délais possibles un conseil de la résistance unique pour l'ensemble du territoire métropolitain qu'il présidera comme représentant du général de Gaulle. L'enjeu de ce conseil est d'assurer la représentation des groupements de la résistance, des formations politiques et des syndicats ouvriers résistants. On a là le rassemblement de 3 types d'entités, c'est un rassemblement tout à fait inédit, puisque même qui est profondément consubstantiel à la période de guerre,
qu'on n'a jamais rencontrés auparavant. Et l'enjeu évidemment de ce rassemblement, les bases de ce rassemblement, c'est la lutte contre les Allemands, leurs alliés et leurs complices, la lutte contre toutes les dictatures et notamment celle de Vichy, la lutte pour la liberté et la lutte avec De Gaulle, puisqu'évidemment il y a un enjeu majeur dans ce rassemblement de la résistance intérieure pour De Gaulle, c'est de le légitimer comme figure de proue de la résistance française, dans un contexte où il est quand même régulièrement mis en cause par les alliés américains et anglais, et pour aussi permettre à la France, dans l'optique de l'après-guerre, de prendre pleinement sa place parmi les forces vainqueurs. Alors, Jean Moulin mène un travail politique extraordinaire. On a entendu malheureusement récemment dans la bouche d'un réalisateur et d'un acteur qui disent vouloir rendre hommage à Jean Moulin, qu'il ne fallait pas voir l'homme politique dans Jean Moulin. Alors bon, Jean Moulin était un politique. Il n'aurait pas pu faire le travail résistant qu'il a fait s'il n'avait pas été profondément politique au meilleur sens du terme. Donc ce travail politique qu'il mène pendant le premier semestre 1943 débouche le 27 mai sur la réunion plénière fondatrice du Conseil national de la résistance au 48 de la rue du Four dans le 6e arrondissement à Paris, qui va être l'une des 2 seules réunions plénières du Conseil national de la résistance avant la période de l'insurrection parisienne et de la libération de Paris. C'est dire les dangers qui sont associés à ce type de réunion. Quelques semaines plus tard, De Gaulle crée à Alger le Comité français de libération nationale, qui est l'embryon du futur gouvernement provisoire de la République française. En quelques semaines, l'État clandestin de la résistance, mais le futur État qui va rebâtir et refonder la République, est en place, à la fois à l'intérieur du territoire métropolitain et à Londres. Alors évidemment, très rapidement, avec l'arrestation de Caluire, le CNR se trouve tout de suite quasiment mis en péril par l'arrestation de Jean Moulin. Pour autant, le fonctionnement n'en est pas interrompu et s'il va subir de multiples pertes au cours de son histoire et de son fonctionnement, il y aura une vraie capacité à pérenniser cette instance et sa place au sein de la résistance française. Alors comment se compose-t-il ce CNR ? Il est composé de 8 organismes résistants, ceux de la Libération, ceux de la Résistance, le Front National, Libération Nord, l'Organisation Civile et Militaire, Combat, Francs-Tireurs et Libération Sud. Donc on a 8 organismes résistants, 6 partis politiques, l'Alliance démocratique, les démocrates populaires, la Fédération républicaine, le Parti communiste, le Parti socialiste et les radicaux socialistes. Et enfin, 2 organisations syndicales, la Confédération générale du travail qui s'est réunifiée quelques semaines à peine avant la création du CNR, en avril, 23 avril 1943 au Péreux, et la CFTC, Confédération fédérale des travailleurs chrétiens, qui est l'ancêtre, qui existe toujours mais de manière beaucoup plus réduite, et qui est l'ancêtre de la CFDT. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un type de rassemblement qui est inédit, qui va nécessiter un mode de fonctionnement adapté à la période de la clandestinité. Alors comment situer ce CNR dans l'ensemble finalement de l'organigramme de la résistance française à cette période-là? Le CNR, c'est véritablement la tête de pont de la résistance intérieure. Il aura une tentative de concurrence, puisque quasiment en même temps que sa création est créée par les organismes résistants, donc les 8 composantes que je vous ai données tout à l'heure, un comité central des mouvements de résistance qui exclut les syndicats et les partis. Mais ils vont cesser d'eux-mêmes de se réunir début 1944, et les structures qu'ils avaient mises en place, à savoir le COMAC, Comité d'action, donc avec un rôle militaire, le NAP, le noyautage des administrations publiques, le CAD, le Comité d'action contre la déportation, ou encore le CMR, le Comité médical de la résistance, toutes ces structures qui, au départ, en fait, découlaient de ce comité central des organisations des mouvements de résistance, vont se rattacher au Conseil national de la résistance.
Le Conseil national de la résistance est conçu, dès février 1943 dans l'instruction de De Gaulle, comme un embryon de la représentation nationale réduite. On a bien conscience qu'évidemment, on ne peut pas avoir de représentation nationale dans un cadre traditionnel pour un État clandestin, mais le Conseil national de la résistance fait office de représentation nationale réduite. À ce titre, il va jouer un rôle majeur dans la fondation de la deuxième représentation nationale clandestine, qui est l'Assemblée consultative provisoire, qui siège à Alger à partir du mois de septembre 1943, puisque ce sont les membres du CNR qui désignent les 40 membres représentants de la résistance intérieure à l'Assemblée consultative provisoire d'Alger. Alors, le CNR, concrètement, comment il fonctionne? Je vous l'ai dit, réunir tous les membres du CNR, c'est extrêmement dangereux et on ne peut pas prendre le risque de décapiter la résistance intérieure française tous les 15 jours. Donc, le conseil plénier, il se réunit peu. Ce qui va se réunir très régulièrement, en revanche, 2 fois par semaine, c'est le bureau du CNR, qui est composé de 5 membres. Alors, à partir de l'été 1943, Georges Bidault, qui a succédé à Jean Moulin comme président, Pierre Villon, Louis Saillant, alors Georges Bidault pour les démocrates chrétiens, Pierre Villon pour le Front National, Louis Saillant pour la CGT, Pascal Copeau et Maxime Bloch-Mascard pour des organisations résistantes et politiques plutôt de droite. Ces membres du bureau vont eux-mêmes fonctionner avec des triangles. Ça, c'est quelque chose qui a été essentiel dans le fonctionnement de la résistance française, cette logique du triangle. Une personne qui est en relation avec 2 autres, qui elle-même est en relation, mais en limitant de notre côté les savoirs sur l'identité des autres triangles associés. Donc, chaque triangle associe 3 organisations ou mouvements ou partis, syndicats. Pour donner un exemple, le triangle à la tête duquel on trouve Pierre Villon comme membre du bureau associe donc André Mercier pour le PCF et Jacques Debues-Bridel pour la droite catholique et la Fédération républicaine. Donc il n'y a pas non plus d'homogénéité politique, par exemple, à l'intérieur des triangles. Il y a vraiment une volonté de travailler avec tout le monde pour faciliter et aussi pour légitimer l'action du CNR. S'y ajoute le délégué général de la France Libre, qui va devenir ensuite délégué du CFNM. Poste extrêmement périlleux puisque Jean Moulin occupait ce poste, il disparaît à l'été 1943. On a un premier intérim par Claude Bouchiné-Serrel et Jacques Bingham, puis nomination d'Émile Bollert qui lui est même arrêté et déporté, deuxième intérim de Serrel et Bingham, et puis la nomination en avril 1944 d'Alexandre Parodi. Donc c'est un poste qui évidemment est assez mouvant de ce fait. Et ça va donner aussi paradoxalement une certaine latitude aux membres du bureau du CNR qui, eux, ont une véritable continuité sur la période. Alors, je vous le disais, hein, les risques sont extrêmement lourds. Jean Moulin a été arrêté, torturé, assassiné. Le représentant de ceux de la Libération, Roger Coquoin, est abattu lors de son arrestation en décembre 1943. Jean-Pierre Lévy, chef de front-tireur, il est arrêté, il s'évadera en juin 1944. Claude Bourdet pour combat est arrêté en mars 1944. Jacques-Henri Simon pour l'organisation civile et militaire est arrêté en avril 1944, il meurt en déportation. Et Jacques Bingham est lui-même arrêté en mai 1944 et il se suicide pour éviter la torture. Donc c'est véritablement une structure qui a vu disparaître aussi un certain nombre de ses membres au cours de son histoire. Alors, le rôle du CNR, au titre justement d'embryon de la représentation nationale, est de penser pas seulement les combats de la libération, mais véritablement la France d'après la libération. À partir de juillet 1943 et jusqu'en mars 1944, une grande partie des réunions du CNR et du bureau du CNR va être consacrée à la réflexion sur un programme. Alors, 2 programmes vont être rejetés au début de la période. Un premier programme d'inspiration socialiste qui émane en fait de la commission sur les affaires intérieures du CFLN. Mais le fait même d'avoir accepté de le lire et de le rejeter ouvre une première réflexion programmatique et élargit finalement la vocation du CNR.
En août 1943, la CGT à son tour soumet un programme, mais comme on est juste au lendemain de la réunification, les deux tendances de la CGT n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur des actions concrètes, et ça va minorer finalement l'intérêt qui sera apporté à ce programme. Il faut attendre le 26 novembre 1943 pour que Pierre Villon, au nom du Front National, le vrai, hein, évidemment, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais le seul, le vrai, pas celui qui a été détourné à Ribert, soumet un projet d'une charte de la résistance. Et c'est ce texte-là qui va servir de base à toutes les discussions ultérieures. Alors, il sera modifié. Il va donner lieu à énormément de débats, de retouches, d'allers-retours. La découverte des archives de Louis Saillant en 2012, le dépôt des archives de Louis Saillant en 2012, a permis de mettre la main justement sur toutes ces étapes de rédaction du texte et montre à quel point toute une série de points ont posé question. Je vous donne un exemple parmi d'autres. Une grande partie des membres du bureau refusaient que le terme de nationalisation soit présent dans le programme. La droite en particulier ne voulait pas de ce terme, mais ça posait pas mal de questions à toute une série d'organisations, et c'est finalement André Mercier et Pierre Villon qui ont dénoué la situation en relayant une proposition de Jacques Duclos sous la formulation de retour à la nation. On ne parle pas de la nationalisation, on parle de retour à la nation. Ce qui, d'une certaine manière, est même encore plus fort, puisque c'est vraiment l'idée que ce n'est pas une étape qui est franchie, c'est un juste retour des choses. Alors, le programme, il est adopté à l'unanimité, sans réunion plénière pour autant, hein. Les accords ont été recueillis les uns après les autres, le 15 mars 1944. Il va être diffusé de manière assez inégale. Le mouvement Libération le diffuse en mai 1944 avec un numéro spécial de Libération Zone Sud, mais évidemment à la mesure de ce que peut être diffusé un journal clandestin. Et il va être aussi diffusé sous la forme d'une petite brochure, ce qui va lui donner le nom sous lequel il est encore connu aujourd'hui, Les Jours Heureux, puisque décision avait été prise de maquiller entre guillemets le contenu du programme avec un titre qui puisse faire titre de chanson. Puisqu'il y avait l'habitude à l'époque de publier des petites brochures avec justement ce type d'intitulé, et ça renvoyait par ailleurs à des chansons ou des titres de chansons qui étaient assez fréquents dans cette période-là. Il ne sera diffusé par le biais de la CGT, du Parti communiste français auprès de leurs adhérents, qu'après la libération. Parce que c'est quand même extrêmement compliqué en pleine période à la fois de clandestinité et par la suite d'insurrection nationale que de mener en plus une bataille politique de diffusion d'un document de ce type. Alors, ce programme d'action de la résistance, comme on l'appelle au départ, est composé de deux parties, une sur laquelle je ne reviendrai pas dans le détail, c'est le plan d'action immédiate pour la libération du territoire, puisque là c'est vraiment des enjeux militaires, de lutte. Et puis une deuxième partie intitulée « Des mesures à appliquer pour la libération du territoire ». Alors cette deuxième partie, elle est formulée de manière extrêmement modeste, et elle a un contenu qui est totalement fondamental pour repenser en fait la République qui va être refondée à la libération. Alors c'est cette section en réalité dont on parle quand on parle du programme du CNR aujourd'hui. On renvoie à ces mesures à appliquer pour la libération du territoire. Alors quelles sont les grandes lignes de ce programme? Défense de la souveraineté française par établissement du GPRF et donc de manière sous-jacente refus évidemment de toute occupation du territoire par les Alliés. Épuration et sanctions économiques, ça s'est concrétisé, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Rétablissement du suffrage universel, bien sûr. Rétablissement des libertés individuelles et collectives, avec une formule une évocation qui est très significative et qui est tellement parlante aujourd'hui concernant la liberté de la presse, qui doit être rétablie, ainsi que son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères. Toute similitude avec les périodes plus contemporaines ne serait pas du tout fortuite. Est aussi rétablie l'égalité juridique, puisqu'il faut rappeler à quel point toute une partie de la population avait perdu les droits civiques sous le régime de Vichy. Et puis deux grands ensembles, dont je dirais quelques mots supplémentaires, les réformes économiques et les réformes sociales.
Alors ce sont ces deux derniers points qui véritablement vont proposer un bouleversement de fond en comble du fonctionnement de la société par rapport au modèle majoritairement libéral qui était celui des années 30. Alors parmi ces mesures économiques, on a des formulations qui sont encore aujourd'hui extrêmement parlantes et qui ouvrent des horizons de fonctionnement qui sont aux antipodes d'une pensée libérale fondée sur finalement un primat de l'entreprise et des acteurs privés. C'est l'idée d'instaurer une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie. La direction de l'économie doit être en priorité laissée aux travailleurs et à ceux qui permettent tout simplement à l'économie de fonctionner. Une subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général. Une intensification de la production nationale, ce sera la fameuse bataille de la production qui sera menée dès la fin de la guerre, et ce jusqu'à la fin des années 40 et pendant les années 50. Le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés. Le développement et le soutien des coopératives de production, d'achat, de vente agricole et artisanale, donc encourager effectivement le travail collectif, le droit d'accès aux fonctions de direction et d'administration pour les ouvriers et la participation des travailleurs à la direction de l'économie. Ça, c'est quelque chose qui, paradoxalement, met d'accord de manière assez transversale. On n'imaginerait pas forcément quelqu'un comme De Gaulle être favorable au premier rapport à la participation des travailleurs, mais ça a été un des points qu'il a d'ailleurs développé, entre guillemets, toute sa vie. Alors la participation devenant, au fil du temps, beaucoup plus une approche en termes de retour financier sur le fonctionnement d'entreprise que véritablement une contribution à sa direction. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a bien passé auprès du GPRF aussi. Sur le plan social, parmi les principales propositions, donc un droit au travail et un droit au repos, un ajustement des salaires, la garantie d'un niveau de salaire et de traitement qui permettent d'assurer la sécurité, la dignité et la possibilité d'une vie pleinement humaine. Et cette formule de vie pleinement humaine, elle me semble centrale dans la manière même d'aborder ce que peut être la vie d'un travailleur ou d'une personne qui ne travaille pas. L'idée qu'il y a des droits imprescriptibles qui ne se limitent pas à la survie, mais qui véritablement doivent embrasser la sécurité, la possibilité du repos, la culture et tous ces aspects. Une garantie du pouvoir d'achat national, un syndicalisme indépendant, un plan complet de sécurité sociale qui assurerait à tous les citoyens des moyens d'existence, y compris dans les cas où ils ne sont pas capables de se les procurer eux-mêmes. Là encore, il y a un devoir de solidarité de la société et de l'État vis-à-vis des gens qui ne peuvent pas gagner leur vie par le travail. Ce sont des aspects qui sont extrêmement importants, qui résonnent aussi avec des évolutions européennes à la même époque. Le rapport Beveridge en 1942 en Angleterre avait posé la nécessité d'une sécurité sociale, mais qui, elle, d'abord était fondée vraiment sur l'idée d'une structure dirigée par l'État et était destinée plutôt à des catégories de population avec peu de revenus. On n'était pas dans une logique universelle, on était dans quelque chose de relativement ciblé. Voilà un petit peu pour les premiers points. Élévation et sécurité du niveau de vie des travailleurs de la terre. Le rôle de l'agriculture, évidemment, est pensé comme central dans un pays qui ne sortira du rationnement qu'en 1949. Une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours. Le dédommagement des sinistrés, évidemment, et des victimes de la terreur fasciste. Une extension des droits politiques, sociaux et économiques des populations indigènes et coloniales, parce qu'on pense quand même à un moment le fait qu'il va peut-être falloir se pencher sur le problème de la colonisation. Et puis la possibilité pour tous les enfants français de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture la plus développée, quelle que soit la situation de fortune de leurs parents, pour promouvoir une élite véritable, non de naissance mais de mérite, et constamment renouvelée par les apports populaires. Et là aussi, il y a du boulot aujourd'hui pour revenir à ne serait-ce qu'un embryon de tout ça. Alors il y a quand même quelques petits points aveugles dans ce programme. Le bureau du CNR et plus largement les membres du CNR n'ont
pas souhaité trancher la question d'une éventuelle nouvelle constitution. C'est encore dans l'expectative, savoir si ce qui va être instauré, c'est une troisième république qui renaîtrait finalement de ses cendres après le 10 juillet 40, ou si on va vers un nouveau texte constitutionnel. D'autre part, autre très gros point aveugle, le Parti radical, le représentant du Parti radical a mis dans la balance sa participation au CNR si le CNR ajoutait au programme le droit de vote des femmes. Il y a une opposition ancienne et structurée du Parti radical au droit de vote des femmes depuis l'entre-deux-guerres, et ils ont bloqué. Alors, le droit de vote des femmes est revenu par le biais de l'Assemblée consultative provisoire, qui a porté la revendication et qui a donné lieu ensuite à l'ordonnance d'avril qui a permis donc l'ouverture, mais il y avait eu une opposition très ferme à l'intérieur du CNR. Alors, le CNR, qu'est-ce qu'il devient à la Libération? En septembre 1944, Georges Bidault, qui avait présidé le CNR, devient ministre des Affaires étrangères, et c'est Louis Saillant, au nom de la CGT, qui prend la présidence du CNR. Parallèlement, en octobre 1944, les 17 membres du CNR et les 2 secrétaires généraux du CNR deviennent membres de droit de l'Assemblée consultative provisoire. Il y a une réforme, ils ne nomment plus des représentants de la résistance intérieure, puisqu'on est dans un contexte où le territoire est globalement libéré, mais ils deviennent membres de droit au nom de la reconnaissance de son action clandestine, de son animation et de la manière dont il a coordonné magnifiquement l'action des militants pour l'honneur et la gloire de la patrie. Donc il y a une reconnaissance dans ce cadre-là. Pour autant, et ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément très bien vécu par les membres du CNR, le programme qui a été conçu et adopté en mars précédent reste peu connu. Et Louis Saillant, et là vraiment c'est les syndicalistes qui à un moment a parlé, avec plusieurs autres membres du CNR, propose à l'automne 1944 la tenue d'états généraux de la Renaissance, qui aurait dû se tenir dès le mois de décembre, mais ils ont très vite réalisé qu'il y avait une telle préparation à faire en amont qu'il fallait être raisonnable, et ils se sont tenus du 10 au 13 juillet 1945. Alors, ces états généraux de la Renaissance française ont donné lieu à la rédaction de milliers de cahiers de doléances, et ne désespérons pas au sein du collectif Magnifique Corrèze peut-être d'aller voir les cahiers qui ont été rédigés pour la Corrèze, puisqu'ils sont dans le fond du cabinet du préfet aux archives départementales. Et des 10 au 13 juillet 1945, ce sont 1900 délégués qui se réunissent au palais de Chaillot, venus de toute la France, et qui vont... donc, il y a 3 jours de débats extrêmement intenses, et 18 résolutions qui actent l'adoption, au fond, à la fois de l'esprit et de la lettre du programme du CNR, qui s'est énormément diffusé par le travail conjoint, en particulier du PCF et de la CGT pendant les mois précédents. Alors, parmi les grandes résolutions, j'irai très vite, mais donc, il y a les résolutions relatives au référendum sur la Constituante, celle qui confirme la composition du CNR et qui crée un Conseil central de la Renaissance française, des résolutions relatives à la défense, à l'armée, à la nation, et 2 blocs de résolutions sur la renaissance économique, avec la bataille de la production, la renaissance industrielle, la construction, l'urbanisme, l'agriculture, le ravitaillement, etc., et la renaissance sociale et culturelle, avec entre autres une résolution relative à la jeunesse et une résolution relative à la renaissance culturelle de la France, qui dit toute sa confiance dans la commission Langevin-Vallon, dont vous entendrez parler cet après-midi. Il faut donc revenir. Alors, excusez-moi. Le 14 juillet, les délégués des États généraux défilent dans Paris. Le matin, il y a eu le défilé militaire avec De Gaulle en tête du défilé militaire. L'après-midi, ce sont les délégués des États généraux qui défilent avec le comité parisien de libération dans les rues. La symbolique est extrêmement forte. Elle montre aussi qu'il y a quand même encore à cette période-là quelques tensions entre les 2 pôles de la Renaissance. Alors, dans les semaines qui suivent, vont se tenir les élections d'octobre 1945 à la première Assemblée nationale constituante.
Et à la suite des résultats des élections, Louis Saillant pourra déclarer « La charte du CNR vient d'être portée au pouvoir ». Il y a vraiment l'idée que la majorité de l'Assemblée, de toute façon, à ce moment-là, est favorable à la mise en œuvre du CNR et que donc le CNR peut, d'une certaine manière, se dissoudre. Il se réunit pour la dernière fois le 16 novembre 1945, puisque le relais est passé à cette Assemblée nationale constituante. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est que cette reconstruction de la France sur ces bases-là? Il faut avoir en tête qu'entre 1944 et 1946, il y a une activité législative intense. C'est-à-dire que ce soit les ordonnances et ensuite les lois, il sort des choses fondamentales à peu près toutes les semaines. C'est extrêmement impressionnant. Il faut avoir en tête également qu'il y a 3 temps électoraux pendant ces années-là. Octobre 1945, première Assemblée nationale constituante, qui débouche sur l'échec du vote du premier projet constitutionnel au printemps 1946. Deuxième série d'élections pour la deuxième Assemblée nationale constituante en juin 1946. Et élection à l'Assemblée nationale législative après l'adoption de la Constitution en octobre 1946, en novembre 1946. Alors, je vous avais fait un beau tableau, mais bon, évidemment, il n'est pas très visible, pour vous donner grosso modo une idée des résultats. En octobre 1945, le PCF est à 26,2%, la SFIO à 23,4%, le MRP à 23,9%. Autant dire que les grands partis, à la fois de gauche et issus de la résistance, dominent totalement le champ politique. En juin 1946, on est en réalité sur un profil qui est extrêmement proche. Le Parti communiste français est à 26%, la SFIO a un petit peu décroché à 21%, le MRP à 28%. Et en novembre 1946, le PCF est à 28%, la SFIO à 18% et le MRP à 26%. Ça vous montre aussi comment finalement ces réformes elles ont été portées par une forme de continuité de la composition de l'Assemblée. Il n'y a pas eu de rupture qui aurait empêché finalement la réalisation de ces réformes, en dépit du retrait de certains membres du CNR qui ont voté a posteriori à l'Assemblée contre les mesures qu'ils avaient acceptées au moment de la rédaction du texte. Alors, j'ai fait volontairement un choix d'un certain nombre de mesures parce que si on avait dû tout traiter, on y était jusqu'à demain matin, donc c'était pas raisonnable. J'évoquerai en premier lieu le fait que parmi cet ensemble de mesures, il y a à dominer l'idée d'en finir avec la peur du lendemain, la formule est d'Ambroise Croizat, avec la volonté de créer une protection sociale universelle. Alors, les 2 grandes figures de la création de la sécurité sociale, j'avais trouvé une photo où ils étaient tous les 2 réunis, sont Ambroise Croizat, secrétaire général de la Fédération CGT des métaux, des travailleurs de la métallurgie, ministre communiste du Travail de décembre 1945 jusqu'à mai 1947, et membre du comité central du PCF à cette période-là. Le second, c'est Pierre Larocque, qui est un haut fonctionnaire, qui a été nommé directeur général des assurances sociales puis de la sécurité sociale à partir de 1944, et qui va faire un travail de fond sur la forme en tant que telle de la sécurité sociale. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'il y a souvent eu une tendance à dire finalement, Croizat il arrive au ministère du Travail en novembre 1945, les 2 grandes ordonnances de création initiale elles sont passées, donc il a juste mis en œuvre. En fait, non, pas du tout. Ambroise Croizat, il est membre de l'Assemblée consultative provisoire et il est président de la commission du travail et des affaires sociales de l'Assemblée consultative provisoire. Et quand Alexandre Parodi charge, donc qui à ce moment-là, à l'automne 1944, est ministre du Travail, charge Pierre Larocque de rédiger un projet de plan de sécurité sociale, il lui dit « vous le rédigez mais avec l'aval et en coopération avec la commission de l'Assemblée consultative provisoire ». Cette Assemblée consultative provisoire, elle va poser les grands principes et au premier chef de ces principes, celui de caisse unique de sécurité sociale. Donc on renonce à la démultiplication des petites caisses à droite et à gauche pour avoir un système unique qui fusionne, qui prend en charge l'ensemble des risques. Et ça, c'est voté dès le 31 juillet 1945 au sein de l'Assemblée consultative provisoire. Et ça, c'est très clairement le travail de Croizat au sein de la commission. Alors, qu'est-ce que ça change
concrètement que l'instauration de la sécurité sociale. Avant-guerre, il y avait eu des lois sociales en 28 et 30, parce qu'avec la réintégration des départements d'Alsace-Moselle dans le territoire républicain, il fallait remettre à niveau un minimum de protection sociale pour les populations qui n'avaient pas, entre guillemets, bénéficié des lois bismarckiennes de la fin du 19e. Donc on rattrape les choses pour des catégories de population ouvrières avec peu de revenus. Avait été mis en place en 1910 un système de retraite ouvrière et paysanne fondé sur la capitalisation. Il est en partie reconduit. Tout ça ne contient qu'une partie de la population et très clairement sur la question des retraites ne fonctionne pas bien du tout. Au point d'ailleurs qu'à la Libération, puisque c'était un système par capitalisation et que c'est ce qui arrive au système par capitalisation, mais il n'y a plus rien pour payer les retraites. Donc, l'ordonnance du 4 octobre 1945, qui est la première ordonnance d'organisation de la sécurité sociale, met en application donc, les engagements du programme du CNR, en s'engageant donc à garantir les travailleurs et les familles contre les risques de toute nature, couvrir les charges de maternité et les charges de famille, assurer donc, le service des prestations déjà existantes, l'allocation aux vieux travailleurs salariés, les accidents du travail, les maladies professionnelles, les allocations familiales. Très concrètement, les 4 branches de la sécurité sociale sont évidemment dans le texte de fondation: maladie, famille, vieillesse et accident du travail et maladie professionnelle. Ces 4 branches fonctionnent ensemble. Elles fonctionnent à une échelle locale par le biais de caisses primaires, dont la représentation est confiée pour 75% aux représentants des travailleurs et 25% aux représentants du patronat. Des caisses régionales qui compensent en partie certains risques gérés par les caisses primaires et une caisse nationale qui compense les risques gérés par les caisses régionales. Il y a une caisse unique avec une compensation interbranche qui fait que quand vous avez une branche structurellement déficitaire comme la branche maladie, évidemment quand on prend en charge la maladie, on n'est pas là pour faire les bénéfices, est régulièrement compensée par une branche structurellement bénéficiaire comme la branche famille. Donc finalement le faible porte le fort, le fort porte le faible, pardon, et le fait qu'il y ait une caisse unique permet d'assurer la pérennité du système. Alors, les 4 grands principes de la sécurité sociale, c'est donc l'universalité. C'est un droit universel fondé sur la solidarité nationale. Donc, il n'est pas lié à la question des revenus. Il couvre l'ensemble de la population, de la naissance à la mort, avec l'ensemble des risques. Comme je vous le disais, une caisse unique, qui, avec un processus de compensation, évidemment, des différentes branches. L'autonomie de la sécurité sociale est fondée sur le principe de la cotisation. C'est une façon de créer une socialisation du salaire qui est financée donc par la valeur produite dans le monde du travail et qui est fondée sur la répartition. Les cotisations sont du salaire différé, ce ne sont pas des charges. Voilà. Il y a vraiment une question de vocabulaire et le fait qu'on ait eu une forme d'évolution vers un vocabulaire qui parle de charges et pas de salaire différé, là pour le coup tout à fait idéologique. Et puis une démocratie sociale, puisque, comme je vous le disais, le fonctionnement et la gestion des caisses de sécurité sociale étaient confiés en majorité aux travailleurs. L'État n'étant présent qu'à l'échelle de la caisse nationale et assurant une fonction de contrôle, éventuellement de réglementation, mais pas de gestion au quotidien. Alors, il n'y a pas que 1 ou 2 textes, évidemment, sur la sécurité sociale. En réalité, c'est une série de textes qui déploient ce plan à tous les niveaux. Donc, ordonnance du 4 octobre 1945 dont je vous ai parlé, le 19 octobre sur le régime des assurances sociales applicables aux assurés des professions non agricoles, avec une augmentation du niveau des prestations qui était beaucoup trop basse et qui change véritablement la donne pour l'avenir. Une loi portant généralisation de la sécurité sociale, qui n'a pas pu être appliquée pleinement. Et c'était vraiment l'objectif de Croizat, mais bon, il a dû à un moment négocier pour que les choses puissent passer et accepter le maintien d'un certain nombre de régimes spéciaux.
une loi fixant le régime des prestations familiales, une sur l'assurance vieillesse, une autre sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. On est sur quelque chose qui est extrêmement complet. Je ferai un tout petit ajout, parce que ça participe vraiment de cet état d'esprit-là, en mentionnant l'ordonnance de création de la protection maternelle et infantile le 2 novembre 1945, qui institue, sous un système déconcentré et pas décentralisé, ce qui fait que les moyens sont les mêmes, sont équitablement répartis dans les départements, une protection sanitaire et sociale des femmes enceintes et des enfants du premier âge et du second âge, donc de la naissance jusqu'à l'âge de 5 ans révolu. Et ça fonctionne à une échelle départementale. Ça va très largement changer la donne. On est à 22% de mortalité infantile à la sortie de la guerre. Et ça va évidemment énormément redescendre dans les années suivantes grâce à la sécurité sociale, très concrètement, à la PMI. Alors, un deuxième aspect que j'ai choisi de mettre en avant, ce qui relève de cette fameuse subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général, à savoir la pratique des nationalisations. Alors, ces nationalisations, pour éviter de vous les faire, je vous les avais mises en tableau, mais c'est pas grave. Entre 1944 et 1948, on compte une vingtaine de lois prévoyant des nationalisations qui en réalité concernent un nombre de structures infiniment supérieur. Pour vous donner une idée, la loi sur la nationalisation des compagnies d'assurance, c'est 30 compagnies d'assurance qui sont concernées. Quand on parle de la nationalisation des banques, c'est 4 grandes banques de dépôt à l'échelle française, puis par la suite la Banque d'Algérie. Bref, ça concerne beaucoup plus que les simples intitulés qu'on peut donner. Alors, parmi ces nationalisations, l'une des toutes premières, la première c'est celle des houillères et des charbonnages, la deuxième c'est une nationalisation de sanctions, c'est la nationalisation des usines Renault. Et cette nationalisation est très clairement faite au titre du préjudice qui a été causé au pays par l'attitude du propriétaire des usines Renault. Alors, le gouvernement provisoire, enfin l'Assemblée est dans une situation un peu ambivalente à ce moment-là, puisque Renault vient de mourir. Louis Renault meurt juste avant en fait, que la question se pose, et le choix est fait de nationaliser en disant bon ben en gros ça passera pas devant la justice, mais la nationalisation vaudra sanction de l'activité de collaboration. Alors, autre grand domaine des nationalisations, la question de l'énergie. J'ai voulu insister un petit peu là-dessus parce qu'il faut avoir quand même en tête à quel point pour la Corrèze, la nationalisation de la production, le monopole sur l'énergie a été central dans un département où les installations hydroélectriques sur la Dordogne et sur tous ses affluents ont compté énormément entre les années 30 et les années 60 avec la construction des grands barrages. Je ne les reciterai pas tous, mais encore aujourd'hui, même une commune comme Saint-Martin, c'est ce qu'elle doit à l'importance de la production hydroélectrique et à la place d'EDF. Donc cette nationalisation de l'énergie, elle est portée par une figure qui est Marcel Paul. Marcel Paul, donc enfant de l'assistance publique, qui, pour échapper un petit peu au destin, qui était vraiment pas drôle, d'enfant de l'assistance publique en cette première moitié du XXe, s'engage dans la Marine nationale, où il acquiert un diplôme d'électricien. Il rentre en 1923 à la compagnie parisienne de distribution électrique, adhère à la CGTU et au PCF, et va porter, dans le cadre de son engagement syndical dès 1937, la revendication de la nationalisation de l'industrie, des industries d'énergie, donc électricité et gaz, et du statut du personnel. L'idée, c'est que vraiment les deux doivent marcher ensemble. Le personnel des électriciens et des gaziers doit être protégé par un statut spécifique. Alors, c'est un résistant de la première heure qui va travailler à la mise en place de l'organisation spéciale, qui est l'ancêtre des FPB, dans l'ouest de la France. Il est arrêté très précocement en novembre 1941, et il a eu une résistance mentale et physique absolument extraordinaire, puisqu'il est passé au travers du pire de ce que pouvait être la répression nazie, en terminant à Buchenwald, où il a sauvé la vie, entre autres, à Marcel Dassault, qui
a eu l'honnêteté jusqu'à sa mort de lui en savoir gré et de le rappeler. Et à son retour, 6 mois après son retour des camps, il est élu député de la Haute-Vienne et nommé ministre de la production industrielle. Et c'est lui qui va porter ce projet de nationalisation de l'énergie, en rappelant effectivement qu'il est impossible en fait de revenir à une nouvelle concurrence entre les entreprises d'électrochimie, les entreprises électrométallurgiques, les chemins de fer, le mécanisme national d'électricité, etc., qu'il faut avoir une vue d'ensemble de ces problèmes, parce que l'électricité, c'est l'armée de la reprise économique. Il ne s'agit pas seulement d'ailleurs d'un problème économique, pourtant combien crucial, mais au fond, comme on l'a dit, de l'indépendance de la France. Et évidemment, ce qui compte, c'est pas simplement de nationaliser comme ça, et c'est de créer un regroupement qui a le monopole sur la production, la fourniture, le transport, la distribution. Alors c'est la loi du 8 avril 1946 qui porte nationalisation de l'électricité et du gaz et crée 2 établissements publics industriels et commerciaux, Électricité de France et Gaz de France, et qui prévoit l'administration au plan national de ces établissements par un conseil d'administration qui comporte 6 représentants de l'État, 6 représentants des consommateurs et 6 représentants des travailleurs. Quand on sait que les consommateurs sont aussi des travailleurs, on voit aussi la place qu'occupent les travailleurs dans la gestion de cette grande structure. Alors, dans la foulée est pris le 22 juin 1946 le décret qui approuve le statut national du personnel des industries électriques et gazières, en prévoyant pour lui un régime spécial de sécurité sociale, géré à une échelle nationale par la CCAS, avec des caisses mutuelles. Marcel Paul sera d'ailleurs élu président de la CCAS, premier président de la CCAS, avec des règles de rémunération et d'avancement inspirées de la fonction publique. Et ça me permet quand même de signaler que dans le cadre de cette organisation, de ces réformes, est voté en octobre 1946 un statut général de la fonction publique qui unifie évidemment son fonctionnement. Et Maurice Thorez, qui porte ce statut général des fonctionnaires, le porte dans cet esprit-là. Le fonctionnaire ne doit plus être le domestique du gouvernement, livré à l'arbitraire ou au favoritisme, mais seulement le serviteur de l'État et de la nation, garanti dans ses droits, son avancement et son traitement, conscient en même temps de sa responsabilité, considéré comme un homme et non comme un rouage impersonnel de la machine administrative. Donc on a là, au sortir évidemment du régime de Vichy, qui avait imposé le serment de fidélité, qui avait évincé de la fonction publique, je pense en particulier à l'assistance publique de Paris, toutes les femmes qui travaillaient dans l'assistance publique de Paris, enfin, donc il y a vraiment une volonté de protéger ces serviteurs de l'État et de la nation qui sont les fonctionnaires. Alors, l'aboutissement de l'esprit du CNR, c'est véritablement le vote de la Constitution d'octobre 1946 et, je dirais un mot du préambule de cette Constitution dont il faut rappeler qu'il est toujours en vigueur. C'est-à-dire que le préambule de la Constitution de 1946 a été repris tel quel par la Constitution de 1958. Et vous allez voir pourtant à quel point on a parfois l'impression d'un grand écart. Mais elle a été maintenue. Donc, égalité des droits, évidemment. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a le droit d'asile sur les territoires de la République. Il y a certains ministres qui pourraient faire des lignes. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions et de ses croyances. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Voilà, on est dans une constitution qui fixe pas seulement des droits individuels et collectifs, mais plutôt aussi des droits collectifs et des droits sociaux. Tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité. Ça aussi, c'est extrêmement important. Donc, après, évidemment, la nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français dans les charges qui résultent de la calamité nationale, l'égal accès d'enfants et d'adultes et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. Voilà. Je ne vous les fais pas tous. Si vous avez envie d'aller le relire pour le plaisir, ça remonte le moral, puis après, on a un bon coup au moral. Alors,
Évidemment, depuis 1946, il y a des choses qui ont évolué, et je terminerai en évoquant toutes ces conquêtes à défendre. Et j'ai volontairement fait une petite sélection, mais qui reste une toute petite sélection des attaques qui ont progressivement remis en cause ce grand ensemble de droits fondés à la libération. Première grande attaque contre la sécurité sociale, les ordonnances Jeanneney de 1967. En 1967, sur demande du général de Gaulle, Jules Jeanneney propose 4 ordonnances qui réorganisent le régime de la sécurité sociale. Séparation financière des risques dans 3 branches distinctes, santé, vieillesse, famille. Donc plus de possibilité de compensation, d'où trop de la sécu. Création de 3 caisses nationales par ricochet, puisque vous séparez les risques, vous devez créer 3 caisses nationales. Celle d'assurance maladie, assurance vieillesse et allocation familiale. Et puis création d'une agence centrale des organismes de sécurité sociale pour la gestion de la trésorerie qui ne sera pas vraiment en réalité mise en œuvre dans ces années-là. Le financement de la sécurité sociale, on l'entend, je pense qu'on ne passe pas une semaine sans entendre à quel point donc, la sécurité sociale est un gouffre dont on ne peut plus sortir. Il se trouve que le mode de recette de la sécurité sociale a énormément changé avec le temps. Pour vous donner un exemple, en 1981, 82% des recettes de la sécurité sociale proviennent des cotisations. Aujourd'hui, c'est 57%. Et qu'est-ce qu'on a fait pour, évidemment, faire jouer sur ces bascules-là? On a créé la CSG, mais la CSG elle ne pèse que sur les travailleurs, donc ils payent double dose, hein, ils payent leur cotisation de travailleurs et ils payent la CSG. Des recettes fiscales, donc là encore, c'est toujours le même, des travailleurs qui payent triple dose par le biais des recettes fiscales. Et pour vous donner une petite idée des allègements de cotisation patronale, en 1983, on est aux alentours de 1 milliard d'allègements de cotisation patronale. C'est le fameux coût excessif du travail en France, cette rengaine qu'on entend depuis des décennies. 2024, c'est 77 milliards les allègements de cotisation patronale. Donc quand on parle du trou de la sécurité sociale et qu'on dit que les assurés doivent faire des efforts, arrêter d'accepter des arrêts maladie de leur médecin, puisque rappelons-le, on ne se met pas en arrêt maladie, un médecin décide de placer un travailleur en congé maladie. Il faut toujours avoir en tête qu'il y a 77 milliards qui ne sont pas dans les poches de la sécurité sociale alors qu'ils devraient y être. Un mot sur les dénationalisations. Je ne parle pas de privatisation, mais bien de dénationalisation, parce que c'est dans cet esprit-là que ça a été fait. Donc le mouvement des dénationalisations débute en 1986. Alors c'est dommage que vous ne puissiez pas voir le détail. Tous les petits points, c'est des dénationalisations. Il y en a beaucoup. Et il y en a eu sous toutes les couleurs politiques, hein, puisque la valse s'est ouverte avec Jacques Chirac et la première cohabitation en 86-87, mais la période 97-2002, la cohabitation inversée de la gauche plurielle et de Jacques Chirac a donné lieu à énormément de dénationalisation également. C'est même peu ou prou le moment où a commencé à se préparer celle de l'énergie. Alors la privatisation de l'énergie, comment cela fonctionne-t-il? En 1996, dans la foulée du traité de Maastricht, le Parlement européen prend une directive qui oblige les pays membres du marché commun à ouvrir à la concurrence la production et la fourniture d'électricité, tandis que le transport et la distribution restent un monopole naturel. Vous voyez un petit peu le parallèle avec la SNCF. Vous utilisez les lignes, et là vous pouvez faire de l'argent dessus, mais en revanche, c'est toujours le public qui va payer l'entretien des rails. Voilà, on est dans la même logique. C'est le principe de la concurrence libre et non faussée qui part du principe que si on ouvre à la pleine concurrence, il y aura une forme de main invisible qui créera un équilibre idéal et qui permettra évidemment aux populations de bénéficier de cet équilibre
idéal qui tirera les prix vers le bas. Je vous invite à regarder vos factures d'électricité pour mesurer l'ampleur de la chute. Alors, le 19 mai 2004, le Conseil des ministres approuve le principe du changement de statut d'Électricité de France et Gaz de France et l'ouverture de leur capital aux investisseurs privés. C'est validé par la loi du 9 août 2004 qui transforme EDF et GDF d'un EPIC, établissement public industriel et commercial, en société anonyme. Alors vous avez dû entendre dire en 2023, il y avait eu des gros titres dessus que ça y est, l'État a renationalisé EDF. Alors effectivement, l'État a renationalisé au sens où l'État est propriétaire de 100% des actions d'EDF. Il n'a pas du tout renationalisé dans l'esprit de la nationalisation initiale, puisque pour nationaliser dans l'esprit de la nationalisation initiale, il faut rétablir le monopole qui permettrait donc de payer l'électricité au tarif auquel l'achètent les fournisseurs d'électricité, qui n'est pas celui auquel ils le revendent. Donc il faut vraiment avoir en tête que nationalisation dans la définition de 2023 n'est pas nationalisation monopole dans celle de 1946. Alors la théorisation de l'attaque contre le programme du CNR, elle est arrivée un tout petit peu plus tard, en 2007, sous la plume de quelqu'un qui, honte sur lui, a fait des études d'histoire, pourtant, Denis Kessler, grand patron des d'assurance en France, qui, dans un éditorial de la revue Challenge, déclare « Adieu 1945, raccrochons notre pays au monde », et souligne que si les réformes du gouvernement Sarkozy ont l'air un petit peu erratiques, de partir un peu dans tous les sens, elles ont en réalité une unité fondamentale, qui est celle de la déconstruction méthodique du programme du Conseil national de la résistance. Avec tout un discours qui est devenu désormais une sorte de nouvelle Juliette sur le fait que ce serait un programme des temps passés, porté par les forces politiques des temps passés, et que finalement aujourd'hui il faudrait renoncer à tout ce qui fait la protection sociale des populations, puisque fondamentalement ce n'est rien d'autre que ça, le programme du CNR, bâtir une république qui donne aux êtres humains leur pleine place et qui leur accorde les protections nécessaires.